Merci à tous d'abord d'être venus, si nombreux, pour ce numéro spécial de la revue consacré, comme Sophie l'a dit, au 15e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. C'est un deuxième numéro thématique sur un autre génocide que le génocide des Juifs, puisqu'en 2003, comme Sophie l'a rappelé, nous avions consacré un très très gros numéro, beaucoup plus important volume encore, au génocide des Arméniens. Avant de passer la parole à nos 4 intervenants pour cette première table ronde, je voudrais faire un bref rappel des faits. Il y a 15 ans, donc le 7 avril 1994, commençait au Rwanda un épisode fulgurant de tuerie qui, dès les premières heures, a été une machine génocidaire et non pas un énième épisode de massacre, comme on l'a dit à l'époque, de massacre commun à l'Afrique, comme le susurrait la Vox Populi. Il ne s'agissait donc pas d'une explosion désordonnée de violence, mais il s'agissait bel et bien de tueries préparées de longue date, comme le prouve le fait que les tueries ont commencé 2 heures seulement après l'attentat contre l'avion présidentiel. Je rappelle que 80% des victimes ont été tuées au cours des 8 premières semaines. Et certains jours, on a tué jusqu'à 20 000 personnes sur place. Ça n'est qu'à partir du début du mois de mai 1994 qu'on a commencé à massacrer, comme dans la Shoah, ceux que l'on avait commencé à préalablement rassembler. D'emblée, le génocide des Tutsis a été présenté comme une surprise, comme un événement inattendu, inopiné, comme une explosion de violence que rien n'aurait laissé présager. En réalité, on sait que dans les 2 cas de génocide antérieurs du siècle, tout avait été annoncé. Dans le cas du génocide des Arméniens, les signes avant-coureurs, on les connaît, la vague de massacres des années 94-96, la mobilisation des journalistes de toute l'Europe, a commencé en France par Pierre Quillard, par exemple, ou du député Denis Cochin ou de Jean Jaurès, et puis par le Congrès arménophile de Bruxelles en 1902. La Shoah, une explosion de violence inopinée, on sait simplement, sans remonter forcément aux années 30, que bien en amont des années 30, les pressionnistes russes, Radam, Brenner, Lilienblum, avaient parfaitement prévu que l'avenir des Juifs d'Europe était un avenir sanglant. Et bien évidemment, ensuite, avec les pogroms ukrainiens de 1918-1921, on avait assisté à une sorte de répétition générale. Or, au Rwanda, il s'est passé à peu près la même chose. Les premiers massacres ont eu lieu en 1959. Il y a eu une répétition des massacres en 1965 qui ont entraîné la mort de plusieurs milliers de Tutsis. Et je rappelle, c'est un phénomène oublié qu'Yves Ternon rappelle dans son étude d'ailleurs, que le scientifique anglais Bertrand Russell, qui est surtout connu pour le tribunal Vietnam, qu'il avait institué avec Jean-Paul Sartre pour juger les crimes de guerre américains au Vietnam, avait comparé le massacre de 1965 à l'extermination des Juifs en termes d'horreur. C'est lui qui employait ces mots. Bon. Il y avait également d'autres signes qu'on n'a pas voulu voir en 1992, 93 et début 94. Et premier signe, le fait que l'armée rwandaise avait vu gonfler ses effectifs à partir de la fin de l'année 90 de 5 000 soldats à 50 000 en seulement 2 ans. Deuxième signe, le budget militaire du Rwanda était passé de 15% à 70% du budget de la nation. Troisième signe, qui est connu aujourd'hui, mais qu'on savait déjà à l'époque, le Rwanda achète, le gouvernement d'Abiyarimana fait acheter 580 000 machettes seulement dans l'année 92-93, qui est largement au-delà, bien sûr, des besoins agricoles du pays. Mais ce n'est pas uniquement là-dessus que le génocide va se préparer, c'est sur le plan de l'opinion. On va sans doute en parler, enfin en tous les cas, certains de nos intervenants vont en parler. Il y a eu toute une préparation idéologique de l'opinion qui a fait en sorte que, pour la majorité Hutu, du pays, 85% des habitants, on le sait, le Tutsi est devenu l'homme à abattre, le cancrelat, le cafard, l'Inyenzi en Kinyarwanda, c'est-à-dire celui dont la mort seule pouvait assurer la survie du groupe majoritaire. Autrement dit, le génocide a été préparé dans les esprits comme une réaction de légitime défense, exactement comme dans le cas des Arméniens, exactement comme dans le cas des Juifs, avec la rhétorique nazie, et même au-delà, avec la rhétorique antisémite génocidaire de l'Europe, et pas seulement des nazis. On sait aussi, puisqu'on parle de surprise, qu'en janvier 1994, 3 mois avant le génocide, le général canadien Roméo Dallaire, qui commandait la force de l'ONU pour le Rwanda, la Minuar, avait prévenu le quartier général de l'organisation à New York qu'un génocide était en train de se préparer. Il n'était pas le seul à l'avoir fait. Il n'a pas été entendu et l'une des responsabilités les plus écrasantes des tueries repose aujourd'hui sur les épaules de l'ancien secrétaire général Boutros Ghali,
qui était à l'époque en poste à New York. Pire même, le génocide commence le 7 avril, 2 semaines après, le 21 avril, l'ONU retire la majorité des troupes de la Mine-Noire. Ensuite, il y a, et je terminerai là-dessus, tout un ensemble de débats après la fin des tueries, c'est-à-dire début juillet 1994, qui ont eu lieu au Rwanda, mais surtout en dehors du Rwanda. Premier débat, le mot génocide. Pourquoi n'a-t-on pas qualifié de génocide ce qui s'imposait d'emblée comme un génocide à la lecture, entre autres, avril 1994, pas mai, pas juin, pas juillet, avril, des articles de Rémi Ourdan dans Le Monde. C'était clairement un génocide à la lecture simplement des articles de ce journaliste-là. Or, les puissances occidentales ont refusé d'employer le mot génocide et on comprend pourquoi. Parce que du fait des accords internationaux, employer le mot génocide valait obligation d'intervention. Et bien évidemment, personne n'a voulu intervenir. C'est pourquoi la plupart des États vont user de prouesses sémantiques pour parler de massacres africains, de massacres interethniques, mais surtout pas de génocide. C'est-à-dire qu'en fait, le vocable forgé par Lemkin 50 ans avant, on avait très bien compris ce qu'il signifiait, mais on n'a pas voulu l'utiliser. Et non seulement on n'a pas voulu l'utiliser, mais on l'utilisait au même moment, mais à mauvais escient. C'est, je le rappelle, 1 an avant l'affaire du Rwanda, qu'avait lieu l'affaire Bosniaque et Sarajevo, où là on a parlé de ghetto de Varsovie, où là on a parlé de génocide, alors que le mot, bien évidemment, ne s'y prêtait pas du tout. De la même façon, dans le mésusage du mot génocide, 2 exemples récents, très récents de 2008-2009, c'est Poutine en 2008 qui parle du génocide perpétré par les Géorgiens contre les Ossètes, et c'est récemment lors de l'offensive israélienne à Gaza, c'est le mot génocide qui a été employé contre les Palestiniens ou pour Gaza. C'est-à-dire qu'en fait, la rhétorique arabe, comme la rhétorique antisémite, comme la rhétorique d'ultra-gauche, emploie constamment le mot génocide contre les Palestiniens depuis 60 ans. On le constatera, c'est le plus long génocide de l'histoire. Et puis il y a un deuxième débat, c'est le débat sur le négationnisme dont nous parlera longuement Hélène Dumas à ma droite. On remarquera une chose, c'est que dans les 3 cas avérés de génocide du XXe siècle, Arméniens, Juifs, Tutsis, le Rwanda et donc les Tutsis sont le seul cas aujourd'hui où les bourreaux vivent à côté des victimes. C'est un cas unique dans l'histoire et forcément le négationnisme aujourd'hui se déploie pour des tas de raisons, mais entre autres pour des raisons pénales, faciles à entendre, faciles à comprendre. Hélène Dumas, qui travaille, qui est doctorante sur les juridictions gacaca, nous en parlera évidemment tout à l'heure. Bon. La question, c'est que l'idéologie génocidaire ne s'éteint pas avec un génocide. L'idéologie génocidaire continue bien au-delà de 1917 dans le cas des Arméniens. On a continué à tuer des Arméniens en Turquie jusqu'en 1930 au moins. Bon, c'est un premier point. L'idéologie génocidaire, est-ce qu'elle s'est éteinte, en 1945 dans le cas des Juifs? Aujourd'hui, on constate, 60 ans après le génocide des Juifs, que les Juifs d'aujourd'hui sont devenus la cible angulaire, la pierre angulaire de la haine anti-occidentale dans le monde arabo-musulman, mais pas seulement dans le monde arabo-musulman, bien au-delà, on le voit par exemple dans certains États d'Amérique latine. Alors certes, le négationnisme a une fonction pénale, on le sait, le négationnisme a une fonction idéologique, le négationnisme n'est pas un à côté du génocide, il fait partie du génocide lui-même. Je rappelle que les nazis sont les premiers négationnistes de l'histoire avec le commando 1005 mis en place en juin 1942 par Himmler. Donc, il tente en premier lieu, le négationnisme aujourd'hui, de nous dire qu'il n'y a pas d'extermination des Tutsis au Rwanda. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ordre écrit d'extermination. Ce qui est une niaiserie sur le plan historique. Il n'y a pas d'ordre écrit d'extermination des Juifs. On sait très bien comment la machine génocidaire allemande a fonctionné pour l'essentiel verbalement, quand il s'agissait des décisions les plus importantes, bien sûr. Parce que, par définition, un génocide doit rester secret, l'euphémisation est la règle de base de toute tuerie de masse. En deuxième lieu, il faut quand même bien dire qu'en ce qui concerne le génocide des Tutsis, et je termine là-dessus, en Europe, et en particulier en France, il y a eu des débats, particulièrement nauséeux d'ailleurs, sur le fait qu'il y aurait eu au Rwanda un double génocide. Les Tutsis et les Hutus se seraient entretués. Cette thèse du double génocide n'a rien de nouveau. C'est exactement la thèse nazie vis-à-vis des Juifs et la thèse nazie et des néo-nazis aujourd'hui vis-à-vis de la Shoah. Que nous disaient les nazis durant la guerre et que nous disent aujourd'hui les négationnistes du génocide des Juifs, ils nous disent exactement la même chose que ceux qui nient l'existence d'un génocide Tutsi au Rwanda. Ils disent qu'avec la Shoah, les Juifs ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Pourquoi? Parce que le 5 septembre 1939, disent-ils, Chaim Weizmann, président
du Congrès sioniste mondial aurait dit qu'avec la déclaration de la guerre, et malgré le livre blanc britannique sur la Palestine, tout juif, où qu'il soit dans le monde, devait se considérer en guerre avec l'Allemagne nazie. C'était en fait une réaction de légitime défense, car chacun savait ce que l'Allemagne nazie avait en tête. À partir de la phrase de Chaim Weizmann, toute la rhétorique nazie et néo-nazie d'aujourd'hui, et donc négationniste, prétend qu'en réalité, ce qu'a fait l'Allemagne nazie n'est qu'une réaction de défense par rapport à la déclaration de guerre des Juifs. Aujourd'hui, ce qui se passe, finalement, c'est que la thèse du double génocide, Hutu-Tutsi, renvoie dos à dos les tueurs et les victimes. À l'instar exactement des Européens d'aujourd'hui, vous voyez combien les parallèles sont nombreux avec la Shoah, des Européens d'aujourd'hui qui sont fatigués et qui veulent faire de la Shoah une affaire strictement judéo-allemande. Autrement dit, la thèse des torts partagés, c'est la meilleure façon encore de se laver les mains des responsabilités historiques. Je voudrais vous présenter brièvement les intervenants, en précisant qu'Yves Ternon, à ma gauche, est historien et chirurgien. J'insiste, sa carrière médicale n'est pas étrangère à son engagement historien, parce qu'il est un des premiers historiens du programme T4, des médecins nazis dès 1969, je crois, Yves, le premier livre. Il est spécialiste, bien sûr, du génocide des Arméniens, mais on peut dire qu'aujourd'hui, il est spécialiste des génocides et des violences de masse. Son dernier ouvrage paru, d'ailleurs, en parle de façon très éloquente et intelligente. C'est Guerre et génocide, paru chez Odile Jacob en 2008, je crois, 2007, début 2007, c'est ça. Bon. Stéphane Audouin-Rousseau parlera ensuite. Historien, spécialiste reconnu de la Première Guerre mondiale et des violences de guerre, et pas seulement de la Première Guerre mondiale aujourd'hui. Il est d'ailleurs vice-président de l'Historial de Péronne, l'un des cofondateurs de l'Historial de Péronne. Directeur d'études à l'EHESS, son dernier ouvrage paru, je le rappelle, au Seuil, s'intitule « Combattre ». Il va nous parler du lien entre génocide et violence extrême. Meir Wintrater, à gauche, journaliste, essayiste aussi, directeur du mensuel très connu L'Arche, qui occupe le plus clair de son temps. Je ne dévoile aucun secret en disant cela. Et Hélène Dumas, enfin, à ma droite, qui est doctorante en histoire, je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, à l'EHESS, qui travaille donc sur la justice actuelle du Rwanda, sur les juridictions Gacaca, et qui va nous parler essentiellement, elle, de l'évolution du discours négationniste. Voilà, je donne la parole à Yves Ternon. Le génocide est une incrimination spécifique, sanctionnée par le droit pénal international depuis la Convention du 9 décembre 1948, mais à l'intérieur de cette incrimination, plusieurs événements se sont inscrits singulièrement au XXe siècle, ce qui fait qu'il y a une singularité de chacun de ces événements. Néanmoins, une approche comparatiste, comme l'a dit Georges, des génocides avérés, permet de saisir dans l'avant, le pendant et l'après de ces crimes, à travers les différences considérables des similitudes. Et c'est un de ces aspects, celui de l'approche d'un processus génocidaire, celui du génocide des Tutsis au Rwanda, que je vais développer maintenant. L'avant-génocide se situe toujours dans un temps long, plusieurs décennies, plusieurs siècles parfois, et on va voir comment, dans ce petit pays de l'Afrique des Grands Lacs qu'est aujourd'hui le Rwanda, un processus absolument fatal, par des engrenages réguliers, s'est amorcé jusqu'à aboutir à la certitude, à l'imminence du crime de génocide, de la perpétration d'un génocide. Commençons par le Rwanda précolonial. Cette période qui a été difficilement étudiée par les historiens pour une raison très simple, c'est que les archives sont uniquement orales, néanmoins bien étudiées aujourd'hui et totalement méprisées par les colonialistes, les colons, quand ils arrivèrent dans cette Afrique. Le Rwanda précolonial est un pays petit pays de marais, de rivières, de forêts, de montagnes, qui est extrêmement riche et productif sur le plan agricole et sur le plan de l'élevage. Mais son histoire ne peut être saisie qu'à partir du XVIIIe siècle, bien que les sources archéologiques montrent que l'habitat date du néolithique. Ce qui est certain, c'est que c'est au sein de cet habitat
que se sont développés, que s'est développée une population homogène qui avait la même langue, la même religion, la même structure, les mêmes cultures et qui vivaient donc ensemble sur les mêmes collines qu'est la géographie du Rwanda. Au XVIIIe siècle donc apparaît un royaume qui solidarise en quelque sorte des petites royautés périphériques. Ce royaume est dirigé par un Mwami, un roi, qui est en fait l'intermédiaire entre le dieu, Imuna, et le reste du peuple. À l'intérieur de cette société rwandaise s'individualisent des lignages patrilinéaires et ces lignages se regroupent parfois en des clans. Ce sont donc des structures assez classiques d'une société ancienne que l'on voit se développer. À l'intérieur de cette société apparaissent également des responsabilités dans la gestion de la vie courante, l'armée, l'élevage, la culture, ou même à l'intérieur du palais royal. Donc, on isole à ce moment-là des différences dans cette société que l'on appelle Tutsi ou Hutu et même Twa en ce qui concerne une très petite minorité de chasseurs-cueilleurs ou de potiers. Progressivement, ce royaume qui est centré au centre actuel du Rwanda va s'étendre à travers des conquêtes, des guerres. Ce n'est pas une vie pacifique, mais s'il y a des conflits entre les lignages ou entre les clans, lorsqu'il y a des guerres, tout le monde est soudé. En tout cas, dans la mémoire du Rwanda, du Rwanda précolonial, il n'y a pas d'opposition fondamentale entre Hutu et Tutsi. Je ne vais pas développer, car je n'ai pas un long temps pour le faire, toute cette structure du Rwanda précolonial, mais il est essentiel de la comprendre, sinon on ne saisit pas ce qui va se passer à partir de la fin du XIXe siècle, lorsque les premiers colons arrivent, ou plutôt les premiers Européens arrivent. Ce qui est certain, c'est que cette vision de l'Afrique des Grands Lacs est déformée dès la fin du XIXe siècle par une histoire absolument fantaisiste qui est énoncée par un Anglais, Jonathan Speke, qui parle d'une distinction chamite, d'un groupe qui serait venu du nord de l'Éthiopie et qui se serait installé au Rwanda. Comme dans les autres pays de l'Afrique des Grands Lacs, cette théorie hamite, qui est entièrement imaginaire, qui n'est basée sur aucun élément, va amener déjà un clivage raciste à l'intérieur du Rwanda. Arrivent donc les premiers colons allemands, court épisode de colonisation de 1895 à la Première Guerre mondiale, court épisode de colonisation associé d'ailleurs à l'arrivée des Pères Blancs en 1900 qui vont très vite installer des missions et qui vont commencer l'évangélisation du Rwanda. Et au cours de la Première Guerre mondiale, de la colonie belge du Congo voisine, beaucoup plus solide et beaucoup plus armée, une petite armée belge va virer les quelques colons allemands qui sont là, ou la petite troupe allemande qui est là, s'installer, créer d'ailleurs une famine pendant cette guerre au Rwanda, et en 1922, la Société des Nations accorde au Rwanda et au Burundi d'ailleurs, qui est son frère jumeau du Sud, donc dans un ensemble appelé Rwanda-Urundi, un mandat de type B, donc une responsabilité pour développer la société rwandaise. Et c'est à ce moment que la double opération menée par les Belges d'une part et les Pères Blancs d'autre part vont amener leur vision raciste de l'Europe, vision centrée sur la nécessité qu'il y a des ethnies en Afrique, alors qu'il n'y en a pas au Rwanda, et vont donc fabriquer un ethnisme. Et cette fabrication de l'ethnisme va se faire de deux manières principales. D'une part, en créant une élite Tutsi
à l'intérieur de la minorité Tutsi. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près, sur un pays de 2 millions d'habitants, 250 000 Tutsis à cette époque, à peine 2 millions d'ailleurs, et que 50 000 personnes vont être désignées comme une élite et vont être chargées de gérer le royaume. Pour asseoir l'importance de cette élite, on va construire une histoire qui va être écrite d'ailleurs essentiellement par un abbé, l'abbé Kagame, et Alexis Kagame, et qui va reprendre un peu les thèses de Speke et raconter qu'au fond, au Rwanda sont arrivés des êtres supérieurs, une élite, des gens un peu plus développés, un peu plus intelligents que cette masse des Hutus, et qui vont apporter donc au Rwanda sa richesse, mais en même temps mater en quelque sorte et exploiter ces Hutus, sans que ce soit dit vraiment clairement. En même temps, on donne à cette élite les chefferies, les sous-chefferies, donc tous les pouvoirs, mais ça ne représente qu'une partie de l'ensemble des Tutsis. D'autre part, on divise nettement par la constitution d'un livret d'identité délivré aux hommes à partir de 1930 de la société en deux groupes, trois si l'on pense à la minorité de Twa d'1%, deux groupes donc, les Hutus qui vont représenter 85%, 84% exactement de la population et les Tutsis qui vont représenter 15% en demandant à chacun de se définir, ou bien on le fait s'il ne le fait pas, comme Hutu ou Tutsi. Bien entendu, on explique qu'il y a un clivage qui est lié à la notion d'éleveur et que la richesse de l'éleveur qui posséderait tant ou tant de vaches définirait le Tutsi et que les cultivateurs sont donc des Hutus. Mais tout ça est arbitraire, on passerait volontiers de la situation de Hutu à Tutsi. Tout cela est totalement fabriqué, mais, et c'est cela qui est grave, on transforme la conscience des citoyens rwandais avec une sorte de racialisation de la conscience, comme le dit Gérard Prunier, qui fait que d'une génération à l'autre, les Rwandais vont se définir comme Hutu ou Tutsi. Je passe, on arrive à la Seconde Guerre mondiale, où il y a d'ailleurs une famine sérieuse au Rwanda, et puis, après, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, on sent que l'indépendance se prépare pour les pays africains et que l'élite Tutsi, justement, va peut-être adhérer à ces idées socialistes qui veulent faire de l'indépendance du pays, opérer une rupture avec le colonialisme. À ce moment-là, virage, opéré à la fois par un consensus des Pères blancs et de la colonisation belge, qui va créer à côté de l'école d'Astrida, qui était une école réservée à l'élite Tutsi, un séminaire où l'on va former les Hutus rapidement. On va progressivement transformer le discours que l'on adressait aux Hutus en un véritable discours marxiste, leur expliquant qu'ils ont été exploités, qu'ils ont été véritablement humiliés pendant des siècles par ces étrangers venus du Nord, ces étrangers qui ne sont même pas des Bantous et qui viendraient, que l'on appelle même parfois les Juifs de l'Afrique. Donc, renversement de situation qui est préparé assez rapidement dès la fin des années 50 par un manifeste des Bahutus qui est déjà un appel à la rupture sociale, à la fracture sociale, et qui se matérialise dès 1959 par des massacres très importants de Tutsis et d'émigration à l'intérieur du pays dans des camps et surtout à l'extérieur du pays des Tutsis au Rwanda, précédant les élections des chefferies, puis précédant la décision de rompre avec la monarchie, d'instituer une république en 61, puis l'indépendance, comme au Burundi, le 1er juillet 62. Donc toute cette période coloniale qui s'achève le 1er juillet 62 représente en quelque sorte la cause première du génocide. Sans cette fracture ethnique provoquée, il n'y aurait pas eu la base même de ce qui va constituer la menace génocidaire. Alors cette menace génocidaire va se préciser pendant les deux républiques. Première république, le président Grégoire Kayibanda, chef du Parti Hutu, prend le pouvoir et institue
une discrimination, à la fois dans la vie sociale et aussi dans les écoles, à l'égard des Tutsis, provoquant d'ailleurs des petits mouvements d'émigration, mais qui sont surtout marqués par d'importants massacres, comme Georges l'évoquait tout à l'heure en 64, et ensuite, le Parmé Hutu va se trouver menacé quand même de l'intérieur par une autre fracture qui existait déjà de façon latente dans la société rwandaise, qui est une fracture d'ordre géographique en quelque sorte. C'est-à-dire que Kayibanda, qui représente le centre et le sud du Rwanda, se voit remis en cause par les gens du nord du Rwanda, et ce qui explique qu'à la faveur d'une catastrophe économique, ou en tout cas d'un malaise économique dans les années 70, en 1973, le chef d'état-major Juvenal Habyarimana prend le pouvoir après un coup d'État qui n'est pas sanglant, qui se fait tranquillement, et à ce moment-là institue un parti unique, le MRND, le mouvement pour une rénovation nouvelle démocratique, je ne me rappelle plus exactement les éléments, mais ce MRND va apporter d'abord une certaine pause dans le processus de discrimination et de massacre, mais il va maintenir quand même cette discrimination et surtout, il va répondre négativement à la demande qui se fait depuis le début de retour des émigrés. Parce que la plupart des émigrés ont été dans les pays voisins et essentiellement en Ouganda. Donc l'histoire du Rwanda doit être interprétée à cette époque en fonction des problèmes politiques, des violences politiques en Ouganda, avec le régime Obote, le régime Amin Dada, le nouveau régime Obote et la rébellion de Museveni Museveni. On observe donc à ce moment-là une volonté de retour qui est refusée obstinément par Kayibanda. Lorsque des Obote envoient des émigrés en Rwanda, ils sont parqués dans une région intermédiaire où ils sont l'objet de violences, de crimes de la part des Rwandais, et une partie de ces émigrés va se retrouver dans le mouvement de résistance que mène Museveni. Ce qui fait que, dans les années 80, tandis que Museveni va reprendre progressivement le pouvoir, l'émigration rwandaise, dans sa jeunesse, qui était une immigration en grande partie Tutsi, mais également en partie Hutu, va disposer d'une force armée qu'elle va développer à l'intérieur du Front patriotique rwandais à la fin des années 80. Revenons au Rwanda d'Habyarimana, ce pays qui se trouvait véritablement un exemple économique pour l'Afrique, va sombrer dans un désastre économique progressif, qui est le fait en partie de l'action mafieuse des gouvernants, mais aussi de l'explosion démographique. Le Rwanda va passer en 40 ans de 2 millions à 8 millions d'habitants. Ceux-ci d'ailleurs sont en partie responsables les pères blancs et le refus de contraception. C'est un rappel récent. Et également d'un désastre économique causé par la chute du prix du café. Donc, une animosité qui est croissante sur les collines entre des gens qui ont de moins en moins de terres à exploiter et qui vont regarder avec envie les terres de leurs voisins, Tutsis en particulier. C'est alors que se développe à l'intérieur justement de ce Rwanda de la Deuxième République des protestations contre le mouvement de parti unique et la discussion porte sur la création de nouveaux partis. On va probablement, pense-t-on, accéder au multipartisme. Puis, le 1er octobre 1990, se produit la rupture. J'insiste sur cette date du 1er octobre 1990 car elle est déterminante. À partir de ce moment-là, on est dans une situation de guerre. On ne peut pas parler de guerre civile, parce que pour une guerre civile, il faudrait que la fracture soit à l'intérieur de la société rwandaise. La fracture est à l'extérieur. Le FPR veut s'implanter, reprendre
ramener les émigrés à l'intérieur du Rwanda et forcer donc le gouvernement Habyarimana à céder. Or, Habyarimana savait très bien que cette guerre allait éclater, il avait tout prévu, et il va très rapidement écraser ce petit mouvement armé qui se produit à la frontière nord-est du pays. Mais en même temps, il va faire appel à la France. Et c'est là qu'il est important de noter qu'après le début de la République, la France a considéré que le Rwanda faisait partie de son précaré. Que, animée d'un syndrome qui remonte à près d'un siècle, le syndrome de Fashoda, plus d'un siècle, elle va défendre donc le Rwanda et le président Habyarimana à travers ses différentes ambassades. Et quand le président fait appel à elle le 1er octobre 90, aussitôt elle envoie des hommes dans le cadre de l'opération Norrois. Ce sera l'arrivée du militaire français qui ne cesseront pas avant la fin 93 et encore. Donc, on a, à partir du 1er octobre 90, une situation de guerre qui est marquée par des attaques régulières du FPR recoincées en quelque sorte dans une zone nord-est, mais chaque attaque du FPR est suivie de massacres de populations en n'importe quel point d'ailleurs du territoire, des massacres d'une violence absolument inouïe. Cette situation s'associe aussi au développement d'un multipartisme qui est demandé par les organisations internationales et qui va permettre effectivement l'avènement d'une démocratie au Rwanda. Il se produit donc une course de vitesse entre la volonté criminelle de certains et la possibilité d'un équilibre social au Rwanda. Mais cette course de vitesse va être gagnée par les extrémistes de la manière suivante d'abord, par le développement d'une médiatisation de la haine et de la peur. Là, on assiste à un phénomène absolument exceptionnel, infiniment plus développé encore que dans l'Allemagne nazie de 33-39, parce que l'appel au meurtre est directement exprimé par une majorité de la population, dans des journaux d'abord, ensuite dans une radio, qui va être initialement la radio de l'État, puis lorsque l'État commence à changer un peu le niveau d'expression de la radio dans une radio privée, qui va devenir la radio-télévision libre des Mille Collines à partir d'août 93, une médiatisation de la haine d'une intensité que l'on ne peut pas imaginer, qui est exprimée par des propos comme celui des 10 commandements donnés aux Hutus pour tuer les Tutsis, propos qui se matérialisent par des caricatures plus accessibles pour une population qui n'est pas toujours complètement alphabétisée, et d'une façon générale, progressivement, à travers ce discours, on aboutit à l'équation suivante: si on ne tue pas les Tutsis vont nous tuer. Légitimité du meurtre, légitimité du génocide, nécessité du génocide à travers une médiatisation. C'est un phénomène absolument clair et net qui était absolument connu par tout le monde, tous ceux qui s'intéressaient alors au Rwanda. C'est dans ce contexte que surviennent les derniers événements, et je terminerai là-dessus. En 93, avec une offensive un peu plus importante du FPR, en janvier 93, la situation se durcit, donc la médiatisation va se durcir. L'opinion publique internationale est intervenue déjà depuis 91-92 pour imposer au Rwanda le multipartisme. Des négociations ont lieu à Arusha. La course de vitesse se précipite en quelque sorte, de telle sorte que, d'un côté, il y a des possibilités de paix sociale au Rwanda avec intégration du FPR, et de l'autre côté va se former un mouvement extrémiste qui existait déjà depuis quelques années sous la forme d'une coalition pour la défense de la République, mais qui va regrouper les éléments les plus extrémistes des autres partis Hutus, et qui surtout va former des milices qui sont surtout connues pour celles du MRND comme Interahamwe ou Impuzamugambi pour la CDR,
et formé en quelque sorte à la fin de l'année 93, enfin au cours de l'année 93, ce que l'on a appelé le Hutu Power. Le Hutu Power, c'est l'appareil génocidaire qui est déjà en place, et on voit à travers des attentats, à travers des groupes terroristes qui sont sans doute dirigés en sous-main par le colonel Théoneste Bagosora, qui est le principal artisan du génocide, la situation sociale se dégrader de façon terrifiante au Rwanda. En même temps, la situation économique est de plus en plus catastrophique et les organisations internationales décident quand même d'intervenir en imposant une mission des Nations Unies au Rwanda, la MINUAR, qui va arriver en décembre 92, date à laquelle les Français, qui sont là depuis 1990, qui ont développé, organisé, armé l'armée rwandaise qui passe de 5 000 à 50 000 hommes, qui ont en même temps entraîné sciemment ou à leur insu, c'est encore à expliquer, les milices des tueurs, va donc quitter officiellement le Rwanda, laissant quand même 24 officiers spéciaux qui interviendront quand même au moment du génocide. Or, comme l'a dit tout à l'heure Georges, et je terminerai là-dessus, tout le monde savait qu'un génocide était annoncé. Jamais dans l'histoire, un génocide, en tout cas dans l'histoire du XXe siècle, un génocide n'a été plus évident, plus prévisible, et jamais il n'a été plus possible de l'interrompre. Il suffisait simplement que la MINUAR ait le mandat d'intervenir dès les premières heures et même avant, pour que ce génocide n'ait pas eu lieu. Donc, la responsabilité de la France, de la communauté internationale, dans la genèse du génocide du Rwanda, dans la survenue d'un génocide que l'on n'a pas prévenu, est écrasante, on le sait. Je vais simplement, pour terminer, rappeler que l'analyse de ce processus génocidaire montre que on ne parlera jamais de prévention d'un génocide si l'on n'est pas capable d'arrêter un génocide aussi clairement annoncé que celui du Rwanda. Alors qu'on cesse de nous dire plus jamais ça, mais qu'on intervienne activement quand les menaces sont là, comme dans les épisodes successifs que j'ai voulu résumer très brièvement. Merci. Bien, merci Yves. Stéphane Audouin-Rousseau. Merci Georges. Donc je vais sans doute intervenir assez brièvement en commençant par une phrase un petit peu abrupte, un peu péremptoire, qui sera évidemment contestable et peut-être contestée. Personnellement, je considère que le génocide des Tutsis rwandais en 1994 constitue un des plus grands événements de la fin du XXe siècle, en particulier un des plus grands événements auxquels puissent se confronter les sciences sociales, dès lors qu'elles entendent évidemment aborder les questions de violence, aborder les questions de massacre de masse et de génocide. Je veux dire par là que je ne me place pas d'un point de vue géopolitique, je ne me place même pas du point de vue de l'ampleur de l'événement, l'ampleur en termes de létalité de l'événement lui-même. Il a été rappelé et par Georges Bensoussan et par Yves Ternon. Je veux parler de la manière dont ce génocide subvertit, à mon avis, en profondeur, beaucoup des outils habituels que les sciences humaines et sociales peuvent prétendre mettre en œuvre face aux violences de masse, face aux violences extrêmes, face aux violences donc génocidaires. Et cette subversion me paraît d'autant plus importante qu'à mon avis, les spécialistes des sciences sociales n'ont pas pris complètement en compte l'ampleur même de la subversion elle-même. Je suis persuadé que la violence extrême telle qu'elle s'est déployée au Rwanda à partir d'avril 1994 s'inscrit dans une sorte d'au-delà ou d'à côté des schémas connus, pas de tous les schémas connus, bien entendu, Georges Bensoussan l'a rappelé dans son introduction, mais d'une partie au moins des schémas connus en ce domaine. Je rappelle très vite quelques points. Le premier, me semble-t-il, il est très important, c'est évidemment la dimension populaire et par conséquent nécessairement paysanne du génocide de 1994. Alors évidemment, il n'est pas question
et cela a été rappelé aussi avant moi, de nier le rôle central de l'État rwandais, le rôle évidemment de son appareil policier, le rôle de ses forces armées, le rôle de ses milices, de toutes les forces qui disposent en particulier de la maîtrise des armes à feu qui, parfois, ont été dominantes dans les modalités d'exécution des victimes, comme le montre par exemple l'exemple d'une des seules monographies connues à ce jour, celle de Mugina, donc que l'on doit en particulier au professeur Faustin Rutambeza, et donc j'espère qu'il sera possible de la faire traduire en France. Faustin Rutambeza donc insiste beaucoup sur cet aspect dominant des armes à feu dans les modalités d'exécution des Tutsis dans la commune en question. Mais il est bien évident, je crois qu'on peut s'accorder historiographiquement parlant, il était bien évident que le génocide des Tutsis rwandais de 1994 n'aurait pu se déployer avec cette ampleur, avec cette vitesse, avec cette efficacité meurtrière qui a été rappelée, sans sa dimension populaire, le rôle clé des barrages, bien sûr, dont toute une cartographie serait à établir extrêmement précisément. Le fait que cette cartographie manque, et qu'elle ne soit d'ailleurs pas couplée non plus à une chronologie extrêmement précise, eh bien, c'est un outil ici qui nous fait, me semble-t-il, cruellement défaut dans l'analyse de ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda. On touche ici à l'une des spécificités centrales, me semble-t-il, du génocide de 1994, le rôle joué par l'agression des voisins, cette agression stupéfiante pour les victimes sur le moment, comme, me semble-t-il, pour les rescapés aujourd'hui. Le film documentaire d'Anna Guion, qui a été présenté au Festival de Cannes et qui porte sur cette colline de Tongwe, près de Gitarama, qui s'intitule « Mon voisin, mon tueur ». Ce titre terrible, « Mon voisin, mon tueur », me paraît résumer parfaitement ici ce que je veux dire. Il ne s'agit pas, me semble-t-il, du jeu de la différence mineure, tel que Freud l'avait si intelligemment mis au jour dès 1917, mais d'une configuration sans doute nouvelle ou partiellement nouvelle, comment, au fond, s'institue le jeu de la différence inexistante. Il y a peu de travaux d'anthropologie sur ces questions, en dehors peut-être de ceux de l'anthropologue d'origine indienne Arjun Appadurai, et ces travaux en particulier sur l'anxiété spécifique produite par l'absence de différence et la vivisection du corps de l'autre comme moyen de créer une différence qui manque, comme moyen de rechercher dans son corps, à travers son corps massacré, martyrisé, cette même différence et la déception, bien entendu, qui aboutit à finalement un surcroît de massacre. J'en appelle donc à une phénoménologie des pratiques, des gestuels de massacre, des gestuels de la violence, à partir notamment de ce qui a été fait au corps des victimes, à partir de l'analyse aussi pénible soit-elle de la créativité meurtrière dont les bourreaux ont fait la preuve en 1994. Le deuxième exemple, à mon avis, de subversion de nos cadres interprétatifs les mieux établis, a trait à la dimension religieuse du génocide. Il me semble que les sciences sociales ont beaucoup à dire des violences interreligieuses, depuis les violences entre protestants et catholiques du XVIe siècle jusqu'à des violences beaucoup plus modernes entre chrétiens et juifs, bien sûr, entre chrétiens et musulmans, entre musulmans et juifs, entre hindouistes et musulmans, j'en passe. Il ne me semble pas que nous disposions d'une sociologie, d'une anthropologie, d'une histoire, d'une philosophie religieuse ou d'une théologie portant sur une violence intracommunautaire finalement, sur une violence de type intra-catholique, qui était le cas de la majorité, évidemment, de l'immense majorité de la population au Rwanda en 1994. Les victimes, les Tutsis, ont été, après s'être regroupés dans les églises, comme ils l'avaient fait déjà dans les massacres précédents, en 1959, donc ou au cours des années 60, ont été attaqués et massacrés dans les lieux sacrés par leurs coparoissiens, parfois par leurs prêtres, parfois par des religieuses, selon une procédure à peu près partout comparable. Massacrés
dans un lieu sacré, c'est donner au massacre une dimension sacrale. Comment en rendre compte du point de vue des sciences humaines et sociales? Eh bien, c'est une question qui leur restera posée, à mon avis, très longtemps, et que les sciences sociales ne sont pas prêtes de résoudre rapidement. J'ai été très frappé, à l'issue d'un séjour de cette année, donc il y a quelques semaines au Rwanda, par un des visiteurs, qui est resté un peu plus tard que moi, qui après avoir visité l'église de Nyange, a été très frappé par cette phrase du nouveau prêtre de l'église, répondant à une question sur la non-reconstruction de cette église que son prêtre de l'époque avait fait s'abattre au bulldozer sur les Tutsis qui s'étaient réfugiés dans ces murs. Et donc ce nouveau prêtre disant à la question sur la non-reconstruction de l'église, cette phrase qui me paraît capitale: tant qu'ils n'auront pas compris pourquoi ils ont fait ça, ce n'est pas la peine de leur reconstruire une église. Eh bien cette question, on peut la renvoyer aux sciences sociales. Tant qu'on n'aura pas compris le massacre dans les églises, quelque chose d'essentiel nous échappera, me semble-t-il, de l'interprétation du génocide de 1994. Troisième exemple, c'est peut-être celui de la famille. Que je sache, les grandes exterminations de masse connues au XXe siècle butent sur le noyau familial, le noyau familial qui cherche à protéger ses membres de l'extermination. On sait que dans le cas du génocide des Tutsis en 1994, dans toute une série de cas, les familles ont joué un rôle de relais du massacre, notamment dans le cas de familles mixtes, nombreuses comme on le sait dans le Rwanda de cette époque. Sur ces massacres intrafamiliaux, qui pouvaient porter même sur des enfants de couples mixtes, ces massacres intrafamiliaux, je veux dire qu'avant d'avoir un peu travaillé au Rwanda, de m'y être rendu, d'avoir interrogé les gens, d'avoir écouté les témoignages, je ne pouvais pas le croire. Quelle sociologie de la famille sera, en termes de sciences sociales, capable de le croire et capable de tenter de le comprendre? Dernier exemple peut-être, celui des femmes dans le massacre. Comme on le sait, la violence de guerre en particulier tend à réifier, à durcir, à étanchéifier la barrière du genre. Beaucoup de choses y contribuent. L'interdiction anthropologique du port des armes par les femmes, aujourd'hui très souvent subvertie aujourd'hui dans les sociétés occidentales, mais à la marge encore. La question de l'ouverture de la barrière anatomique, et de l'interdiction de l'ouverture de la barrière anatomique, sur laquelle Françoise Héritier a écrit des pages particulièrement suggestives. La question suggérée par toute une anthropologie féministe américaine de la possible confiscation des armes par les hommes dès l'origine de l'humanité. La question, bien sûr, de la violence sexuée et sexuelle des hommes contre les femmes dès lors que se déploie la violence de guerre. Tout le problème avec le Rwanda de 1994, c'est le déploiement d'une violence également féminine, comme un numéro récent de l'étude rwandaise, y a insisté autour de ce titre assez redoutable, pas si innocente que cela. On attendra peut-être longtemps qu'une histoire du genre nous dise quelque chose de cette participation des femmes dans le massacre, parfois dans le viol d'autres femmes, par les miliciens encouragés par des femmes elles-mêmes. C'est en ce sens, je ne vais pas multiplier les exemples, on pourrait en particulier souligner, mais cela a déjà été dit par Georges Bensoussan, et donc ce n'est pas la peine d'y revenir, la question absolument neuve de la cohabitation aujourd'hui des bourreaux et des victimes, et une cohabitation destinée évidemment à s'accroître avec la libération progressive des bourreaux et avec la reprise d'une vie commune entre guillemets. C'est en ce sens, à travers ces quelques exemples, que je suggère que le génocide des Tutsis rwandais en 1994 pourrait s'inscrire dans une forme d'au-delà de la violence génocidaire telle que nous la connaissons ou croyons la connaître au XXe siècle. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je ne cherche nullement à établir une hiérarchie dans l'horreur. Je ne cherche nullement à gommer toute une série de similitudes qui ont été soulignées aussi bien par Yves Ternon que par Georges Bensoussan dans son introduction. Je parle de la part d'inconnu
que recèle le génocide de 1994, à commencer par la part d'inconnu du point de vue des sciences sociales elles-mêmes. Les outils des sciences sociales, déjà tellement imparfaits, sont étroitement conditionnés par des configurations antérieures. Et de ce point de vue, la Shoah, surtout la Shoah vue de trop haut, la Shoah vue de manière trop sommaire, comme Meir Weintrater le souligne dans son article, l'article qu'il a donné donc à la revue d'histoire de la Shoah, donc sur ce Rwanda 15 ans après, la Shoah vue de manière trop surplombante et trop sommaire, trop simpliste, comme moyen peut-être de ne pas comprendre justement l'exemple rwandais, alors même que la commémoration au Rwanda même fait des emprunts massifs à la commémoration de la Shoah, le terme d'Ibuka, le terme des justes, etc., etc. Comment ne pas reconnaître un génocide? C'est la question que pose Meir Weintrater dans son article. Eh bien, je crois que c'est une bonne question que pourraient se poser les sciences sociales à propos du Rwanda. Je termine juste sur un dernier point vraiment très bref, un point d'ordre purement méthodologique auquel j'ai consacré l'essentiel de mon article dans la revue, donc je n'y reviens ici que vraiment pour mémoire. Personnellement, je plaide, dans le cas du génocide des Tutsis rwandais de 1994, je plaide pour un regard au ras du sol, plutôt que de se placer dans une sorte de posture de surplomb interprétatif, et notamment un surplomb interprétatif peut-être trop précoce, puisque nous ne sommes que 15 années après le génocide, c'est-à-dire nous sommes dans une temporalité dont il faut tenir compte dans la construction même de nos interprétations. Un regard au ras du sol, un regard qui pose toute une série de problèmes éthiques du point de vue de la recherche. Comment regarder? Comment a-t-on le droit de regarder? Quelle suspicion peut soulever une certaine manière de regarder? Personnellement, je propose de regarder à l'endroit le plus difficile. Et pour moi, l'endroit le plus difficile, je le disais tout à l'heure, c'est la question d'une phénoménologie des pratiques et des gestuels qui soit centrée, qui accepte de se centrer sur la corporéité du massacre. Ce qui a été fait au corps des victimes par d'autres corps, celui des tueurs, c'est là, à mon avis, que l'on peut produire le plus d'effets de connaissance, et à partir de ces effets de connaissance, donc on peut produire les effets d'intelligibilité les plus pertinents à propos du génocide de 1994. En tout cas, c'est dans cette direction que je voudrais l'année prochaine, à l'École des hautes études, avec Hélène Dumas qui en fera partie notamment, ouvrir un séminaire qui parte ainsi des pratiques, qui parte ainsi des gestuels, qui amène aux représentations, qui de là conduisent progressivement, si c'est possible, vers des interprétations. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas si c'est à portée des sciences sociales dans le délai finalement très court que l'on peut se donner pour un tel travail. Je vous remercie. Merci Stéphane pour ce très riche exposé. Meir, c'est à toi la parole. Eh bien, Stéphane Audouin-Rousseau a évoqué il y a un instant le titre de ma contribution à ce numéro de la revue d'histoire de la Shoah. Comment ne pas reconnaître un génocide? La question posée porte sur les mécanismes de pensée individuels et collectifs qui font que nous ne reconnaissons pas un génocide. Alors, reconnaître ici, le mot reconnaître peut se comprendre en deux sens. Reconnaître, c'est reconnaître au sens où un criminel fait l'aveu de sa faute, reconnaît le crime. Et dans ce cas, la non-reconnaissance est d'abord le fait des auteurs du génocide. Ils ont décidé par avance qu'ils ne reconnaissent pas, et cette non-reconnaissance est en fait inscrite dans leur projet. Et cette non-reconnaissance s'étend ensuite à tous ceux qui ont trempé de manière directe ou indirecte, active ou passive. C'est le négationnisme dont Hélène Dumas parlera dans un instant, je n'y reviens pas. Ces deux sens du mot génocide, du mot non-reconnaissance d'un génocide, dialoguent en quelque sorte l'un avec l'autre et s'entretiennent l'un l'autre. Et il y a là une dialectique subtile sur laquelle il faudra un jour revenir, puisque nous en sommes au stade des projets de recherche ultérieure, comment la non-reconnaissance au sens trivial, au sens ordinaire du terme, est
alimenté par la non-reconnaissance au sens politique du génocide, et comment ensuite il y a une réverbération de l'une vers l'autre. Alors ce qui me semble fascinant ici, c'est que nous avons des processus qui sont à l'œuvre dans le cadre de la négation ou de la non-reconnaissance de la Shoah et qui se retrouvent mutatis mutandis dans le cas du génocide des Tutsis au Rwanda. Alors, vous avez tous lu la plume à la main l'intégralité des articles de ce numéro de la revue d'histoire de la Shoah, donc je ne vous ferai pas l'injure de vous répéter le contenu de mon article. Je vais donc polariser cette intervention sur 3 sujets. Le premier point pourrait être intitulé Usage et mésusage du comparatisme. Le comparatisme, nous en faisons toujours instinctivement, et quand il s'agit de meurtres de masse, eh bien nous avons toujours quelque part dans un coin de notre mémoire le souvenir des guerres puniques, de la croisade des Albigeois, de la Saint-Barthélemy, et puis évidemment, dans une période plus récente, du massacre des Arméniens, et de ce qu'on appelait à l'époque le massacre des Arméniens, de la Shoah et du génocide de 1994. La question est comment maîtriser ces références plus ou moins conscientes, comment faire qu'elles aident à la reconnaissance au sens trivial, au sens ordinaire du terme, d'un génocide sur le point de se commettre ou qui a déjà été commis, et comment faire aussi pour éviter les effets parasites, les fausses analogies qui font qu'on ne reconnaît pas le génocide justement parce qu'on a été formé, éduqué en quelque sorte à le voir autrement. Et ici, je veux dire un mot d'une déviation de l'histoire, de la mémoire de la Shoah, qui a en quelque sorte desservi à l'époque des Plus Jamais Ça, qui a desservi la possibilité d'une éducation de l'humanité à la reconnaissance des génocides futurs. Alors, la mémoire de la Shoah est, comme toutes les mémoires de ce type, une construction collective. Et cette construction, vous le savez, a commencé par la prise de conscience du phénomène concentrationnaire, qui était essentiellement le fait des discours des résistants revenant en 1945. Donc, ce que le public a connu, dans un premier temps, c'est le phénomène concentrationnaire au sens classique du terme, d'autant que celui-ci existait depuis 1933, donc on avait eu le temps de s'y habituer en quelque sorte intellectuellement. Donc l'image du camp, dans un premier temps l'image de Dachau Buchenwald, le camp où avaient vécu et souffert les résistants qui revenaient et qui racontaient, c'est cette image-là qui était prégnante, et c'est cette image-là encore qui est l'image dominante jusqu'à l'époque de Nuit et brouillard, par exemple. Ensuite, progressivement, vient l'image de la dimension spécifique de ce qu'on n'appelait pas encore la Shoah, du génocide des Juifs, et cette image va en quelque sorte, cette représentation va en quelque sorte s'insérer dans la représentation concentrationnaire. Et ce n'est pas par hasard que Auschwitz va devenir, en quelque sorte, l'image d'Auschwitz va se superposer aux images de Buchenwald et de Dachau, c'est-à-dire c'est un camp qui prend la place d'un autre camp, sauf que ce deuxième camp a la spécificité d'avoir été aussi un lieu du génocide des Juifs. Mais on reste toujours dans une logique concentrationnaire, et jusqu'à aujourd'hui, dans le grand public, interroger les gens. J'ai entendu il y a quelques jours encore à la radio, on évoquait à propos du voyage du pape en Israël, de son passage à Yad Vashem, le journaliste disait innocemment le massacre des Juifs, la Shoah, c'est-à-dire le massacre des Juifs dans les camps nazis. C'est-à-dire que le massacre ne se conçoit pas en dehors du camp. La Shoah est un phénomène qui est lié au concept de camp. Alors, pourquoi ce mot de camp, cette forme camp, est devenu essentiel de notre culture? C'est, je l'ai dit, à cause de l'héritage de la résistance, aussi parce que ça permettait de mettre en correspondance les camps nazis avec d'autres camps, les camps staliniens, etc., et puis parce que l'éducation populaire est lente et que aujourd'hui encore on envoie des enfants des écoles à la découverte d'Auschwitz, c'est-à-dire à la découverte des camps, et ce qu'ils voient, ce qu'ils rapportent souvent, c'est l'image des baraques d'Auschwitz, c'est-à-dire un lieu où il n'y a pas eu de génocide.
Le génocide s'est fait ailleurs, dans un autre endroit du camp, et cet autre endroit est beaucoup plus difficilement représentable, beaucoup plus difficilement concevable. Et il y a là une éducation du public qui fait qu'aujourd'hui, interroger un Français pris au hasard, la plupart des Français ne sauront pas que environ la moitié des Juifs, des 6 millions de Juifs victimes de la Shoah, n'ont pas été tués dans des camps. Et que ceux qui ont été tués dans des camps l'ont été pour la plupart dans des camps qui étaient exclusivement des camps d'extermination et non pas comme Auschwitz, des camps mixtes de concentration et d'extermination. Alors le résultat, c'est que ainsi s'est entretenue une image de la Shoah, non pas telle qu'elle fut réellement, mais telle qu'on l'a modelée pour un discours, pour un usage discursif où les victimes juives avaient finalement une place limitée. Or, à l'inverse, plus on entre dans les détails de la Shoah réelle, plus on peut y trouver d'analogies significatives avec le génocide des Arméniens d'une part et le génocide des Tutsis au Rwanda d'autre part. C'est-à-dire que, outre les centres de mise à mort, il y a les déportations, les opérations mobiles de tuerie, les rafles, le génocide rural, etc. Et à l'opposé, plus on reste collé à l'image d'un génocide de synthèse, une image qui a été créée à partir de la Shoah pour des raisons tout à fait honorables par une société en quête de symboles rassembleurs, plus on s'éloigne de la réalité et moins on est capable de reconnaître un nouveau génocide. En résumé, si au lieu de se polariser sur la fonction rhétorique de l'objet Shoah, on avait consacré davantage de temps à se représenter les conditions concrètes de l'extermination des Juifs, on aurait trouvé dans la connaissance de ces conditions concrètes des éléments qui auraient peut-être à l'avance permis de se représenter les conditions concrètes de l'extermination des Tutsis et qui ensuite, après coup, nous aideraient en tout cas à mieux comprendre ce qui s'est passé au Rwanda. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est le rôle paradoxal de la fonction humanitaire dans le génocide. Alors, commençons par une évidence. Dans tout conflit, tôt ou tard, chacun des camps commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et ces crimes ont des victimes. Et des victimes innocentes, et il est naturel, il est légitime que des gens aient le souci des victimes. Et ça va souvent de pair avec la dénonciation des coupables présumés. Mais la transgression se produit à l'instant où le souci humanitaire est mis au service d'un discours politique. Ainsi, l'existence des victimes dans les deux camps, qui est un fait indéniable, au Rwanda comme ailleurs, devient un argument pour nier le génocide ou pour défendre la thèse frelatée du double génocide. Le problème, c'est que des organisations spécialisées se prêtent parfois à ce jeu, que les médias les relaient et que le grand public peut s'y laisser prendre. Aujourd'hui, quelqu'un qui traiterait de la Seconde Guerre mondiale en parlant uniquement des victimes civiles françaises des bombardements alliés sur le front de l'Ouest en 1944-1945, ou bien en parlant exclusivement des victimes civiles des exactions commises par les troupes soviétiques sur le front de l'Est. Ce quelqu'un serait automatiquement catalogué, sans doute à juste titre, comme un néo-nazi. Mais dans le contexte rwandais, et dans d'autres contextes encore, dans certains que Georges Bensoussan a évoqués dans son introduction, la confusion est entretenue entre la compassion légitime envers certaines victimes et l'analyse politique du conflit. Et cette confusion ouvre la voie à toutes les manipulations. Alors c'est comme ça que l'opinion mondiale a découvert la tragédie rwandaise, pour reprendre l'expression consacrée, à travers la situation humanitaire à Goma. Et c'est comme ça que des criminels, qui souvent avaient pris en otage des civils innocents, se sont fait passer eux-mêmes pour d'innocentes victimes, pendant que leurs adversaires, défenseurs des rescapés du génocide, étaient présentés comme des criminels. Alors ici, je n'en veux pas aux organisations humanitaires. Elles faisaient leur travail, même si on peut regretter qu'elles n'aient pas fait mieux leur travail un peu plus tôt. Je n'en veux pas non plus à la presse, qui elle aussi faisait son travail, bien que là aussi on puisse exprimer le même regret.
J'en veux surtout à la confusion qui est entretenue dans les esprits entre l'humanitaire et le politique. Peut-être n'est-on pas allé assez loin dans l'analyse du rôle négatif qui a été joué par la Croix-Rouge à l'époque de la Shoah. Et en tout cas, il y a des leçons qui n'ont pas été tirées et qui n'ont pas été enseignées et transmises, et on continue à en payer le prix. Je cite dans mon article une interview de Jean-Hervé Bradol. Jean-Hervé Bradol était le représentant de Médecins sans frontières en 1994 au Rwanda, et il est devenu ensuite président de MSF, et dans un entretien avec un ancien président de Médecins du Monde, Jacques Limamou, qui est d'ailleurs ici, au deuxième rang, dans cette salle, Jean-Hervé Bradol disait, je cite, « Quand je vois les humanitaires donner des recommandations pour prévenir les génocides, je ris jaune, parce que ces gens-là sont d'une incroyable arrogance. Ils n'ont pas été capables de garantir que leurs ressources matérielles et symboliques ne soient pas utilisées par les génocidaires. Et ils viennent maintenant expliquer qu'ils auraient découvert des idées, une méthode, empêchant que les génocides ne puissent se reproduire. » Et je cite encore Jean-Hervé Bradol, qui était président de Médecins sans frontières au moment où il s'exprimait. « J'ai constaté à MSF, mais cela vaut pour d'autres organisations, que nous n'avons pas été tellement efficaces, voire tout simplement motivés, pour protéger nos collègues rwandais Tutsis, employés comme nous des organisations humanitaires. Ce que j'ai vu dans les rangs de MSF, c'est à la fois des comportements très honorables, mais aussi beaucoup d'abandon. Et il y a là, pour le moins, matière à réflexion. » La troisième observation que je voudrais faire, en espérant que je ne déborderai pas de mon temps, porte sur le facteur temps, sur la temporalité dans la compréhension et dans la reconnaissance, pour revenir à ce terme, du génocide. Et ici, avec les précautions d'usage, je m'appuierai sur un parallélisme entre la Shoah et le génocide rwandais. Nous devons accepter d'abord l'idée que 15 ans après le génocide, nos connaissances sont nécessairement fragmentaires et que notre compréhension de l'événement va probablement changer au fil des années. Alors, non pas au sens où un détail aujourd'hui ignoré apparaîtrait au premier plan et changerait du tout au tout. Ça, c'est la fantasmagorie conspirationniste liée à l'attentat du 6 avril, l'élément qui va prouver que tout ce qu'on nous avait dit jusqu'ici était faux. Ça, évidemment, nous n'entrons pas dans ce genre de délire. Mais il y a des compréhensions, des modes de compréhension d'un génocide qui évoluent. Il suffit de se représenter ce qu'on savait de la Shoah en 1960. 1960, c'était nuit et brouillard, c'est-à-dire une représentation qui aujourd'hui ferait hurler les gens si on sortait un film avec une fois le mot juif figurant au hasard d'une énumération et, il faut quand même le rappeler, une image caviardée pour cacher l'image d'un gendarme. C'est 1960. Et alors nous sommes quelque part dans le 1960 du génocide rwandais. Nous en sommes au début de la compréhension de la catastrophe. Et nous devons ici être extrêmement humbles à l'égard des faits et d'abord à l'égard des victimes. Admettre l'idée qu'il y a une immensité d'informations, de connaissances qui sont d'abord chez les victimes, chez les rescapés, et qu'il nous faudra du temps pour les comprendre. D'autre part, nous devons accepter, même si c'est difficile, l'idée que les mentalités, y compris nos mentalités à nous, évoluent lentement. La pleine reconnaissance du génocide est affaire non pas d'années, mais de générations. Et ici, un exemple, une analogie avec la Shoah. Il a fallu attendre 1995 pour qu'un président de la République reconnaisse publiquement les responsabilités françaises dans la Shoah. 1995, c'est 50 ans après la fin de la guerre. C'est aussi le temps qu'il a fallu pour qu'arrive au pouvoir le premier président de la République qui n'avait pas encore atteint l'âge adulte pendant la guerre, sous l'occupation. On ne peut pas raisonnablement attendre, même si on peut exiger, on ne peut pas raisonnablement attendre d'une génération quelle est la force de faire réellement, en temps réel, son examen de conscience.
Il y a des choses qu'on peut tenter, qu'on peut demander, mais dont on doit savoir qu'elles ne seront jamais parfaites en temps réel, que cela prendra du temps. Alors, je ne veux pas pousser l'analogie trop loin, mais il me semble évident que s'agissant du Rwanda, il faudra attendre que des personnes qui craignent à tort ou à raison d'être mises en cause personnellement, ne soient plus aux affaires, comme on dit, pour que la parole se libère. C'est vrai pour les responsabilités françaises, c'est vrai pour les responsabilités de l'Église, c'est vrai pratiquement pour toutes les institutions qui ont une mémoire collective. Et cette mémoire se travaille comme la mémoire d'une personne, avec évidemment des temps différents. Et aussi longtemps que cette parole-là n'aura pas été entièrement libérée, nous vivrons sur le mode de la suspicion. Et il est possible que, comme dans le cas de la Shoah, en France, la suspicion soit pire que la réalité. Finalement, la parole de Jacques Chirac en 1995 a été une parole libératrice parce que la France, cessant de s'affirmer totalement innocente, a pu mesurer sa part de culpabilité qui était finalement moins grande que celle que l'on supposait lorsqu'elle était dans le déni. Et quoi qu'il en soit, on ne fera pas l'économie d'une recherche véritable, même si cela doit prendre du temps. Et cela m'amène à ma dernière remarque. Ma dernière remarque qui est que nous devons nous efforcer de surmonter les polémiques franco-rwandaises ou franco-françaises sur ce sujet. Alors bien sûr, il y a là des questions douloureuses, il y a une exigence de vérité qui est légitime. Mais dans le long terme, ce n'est pas à travers ces polémiques-là que les choses se décideront. Il y a une nouvelle génération de chercheurs, dont certains sont déjà à l'œuvre, qui nous permettra de renouveler notre connaissance de ces événements. Et lorsque cette connaissance, cette prise de conscience collective sera plus avancée, alors beaucoup de polémiques qui aujourd'hui semblent bloquer l'horizon sembleront ridicules. Même le négationnisme, c'est-à-dire la négation active du génocide, par un nombre limité de personnes partageant une vision tordue de l'histoire, même le négationnisme est par essence un phénomène transitoire. Il persiste et il persistera localement, mais il a déjà été vaincu intellectuellement et politiquement. C'est pourquoi je pense qu'il convient de l'étudier, d'étudier la négation active du génocide, comme on étudie les idéologies racistes ou comme on étudie les systèmes conspirationnistes en tant qu'objet d'étude. Mais il ne faut pas en faire une obsession et il ne faut surtout pas en faire un partenaire de je ne sais quel dialogue public, ce qui donnerait ipso facto aux négationnistes une légitimité qu'ils n'ont à aucun titre ni intellectuel ni politique. Ce que le public doit savoir du génocide, il ne l'apprendra pas par des polémiques, il l'apprendra grâce au travail patient des historiens et des cinéastes, des politistes et des écrivains, des chercheurs et des témoins. C'est un travail de longue haleine. Il y va d'abord de la reconstruction de l'identité collective des Rwandais, c'est à eux que nous devons penser en premier, et il y va aussi de notre éducation à nous, de la formation de notre regard, pour que nous apprenions à mieux reconnaître un génocide. Merci Meïr. Merci beaucoup. C'est un exposé aussi très riche qui ouvre pas mal de pistes. Je crois qu'il y aura matière à débat. Hélène Dumas, dernière intervenante, c'est à vous. Oui, merci. Donc je vais me saisir de l'objet négationnisme. Je vais essayer de résumer le contenu de l'article que j'ai proposé donc dans la revue d'histoire de la Shoah. Donc, ce travail sur le négationnisme est né d'une rencontre bibliographique avec un corpus d'ouvrages qui ont été publiés entre 2006 et 2007 dans une obscure maison d'édition, les éditions des Sources du Nil, maison qui est basée à Lille. La confidentialité de cet organe éditorial contraste avec la renommée des auteurs de son catalogue. En effet, quelques-uns des plus hauts dignitaires du régime ayant préparé et exécuté le génocide des Tutsis déploient un discours, trouvent dans ces maisons d'édition un espace d'expression et de diffusion dans lequel ils déploient une rhétorique négationniste qui emprunte des formes nouvelles.
Il s'agit en particulier ici de Ferdinand Nahimana, qui est l'un des membres fondateurs de la radio-télévision libre des Mille Collines, et également d'Édouard Carremera, qui est un cacique de l'ancien régime, de l'ancien parti unique MRND, et il était ministre de l'Intérieur au moment du génocide. Depuis 1994 et l'apparition des premiers brûlots négationnistes, le schéma de la négation répond aux clichés compassionnels des médias occidentaux qui voient dans les masses hagardes entassées dans les camps de réfugiés au Zaïre les nouvelles victimes d'une barbarie africaine atavique. L'image d'un chaos sans profondeur politique et historique permet de renvoyer dos à dos le génocide des Tutsis, l'exode d'une partie de la population Hutu, les massacres commis par le FPR lors du démantèlement des camps à partir de 1996. C'est donc fort de cette confusion que les premiers textes négationnistes mettent en avant un génocide des Hutus qui viendrait rééquilibrer la balance macabre après celui des Tutsis. Cette thèse bien connue du double génocide structure la rhétorique négationniste et sert à peu de frais de grille d'analyse privilégiée dans les ouvrages qui nient la spécificité du génocide des Tutsis. Toutefois, une évolution notable se produit dans les textes analysés ici. Si l'accent est abondamment porté sur le génocide des Hutus, génocide entre guillemets, la dimension génocidaire du massacre des Tutsis est quant à elle carrément niée. Il n'y a plus de génocide, il n'y a plus qu'un génocide, le génocide des Hutus. Le corpus dont il est question réunit des personnages aux trajectoires biographiques bien différentes. Néanmoins, deux facteurs président à l'analyse commune de leurs ouvrages. D'abord, ils se présentent comme des intellectuels. Et ce recours à la qualité d'intellectuel sert un double objectif. Il s'agit d'abord d'asseoir la légitimité de leur discours. En seconde analyse, cette revendication leur permet de se camper dans une posture victimaire, celle de l'intellectuel Hutu persécuté par le FPR en raison précisément de sa production intellectuelle. Ensuite, deux des auteurs dont il sera question ici et sur lesquels j'insisterai, Ferdinand Nahimana et Édouard Carremera, ont écrit leurs ouvrages depuis la prison du TPIR à Arusha en Tanzanie. Ils puisent la matière de leur thèse dans le travail de défense dans lequel ils sont activement investis devant la juridiction pénale internationale. Or, la porosité entre travail judiciaire et le projet de réécriture de l'histoire du génocide à des fins de négation ouvre la voie à la constitution d'un argumentaire nouveau. Argumentaire nouveau qui prend appui sur des procédés discursifs anciens où l'entreprise d'extermination des Tutsis se trouve tour à tour ravalée au rang de catastrophe métaphysique inéluctable ou l'ultime épisode d'une guerre séculaire entre Hutus et Tutsis. Au cœur de cette grammaire négationniste, on retrouve les principaux schémas de la propagande qui a préparé et accompagné le génocide des Tutsis. L'analyse de ces textes fait ressortir deux éléments principaux. D'abord, je l'ai dit, la continuité essentielle entre la propagande qui a préparé le génocide et la négation du génocide lui-même. Ensuite, apparaît l'entreprise politique visant à la réhabilitation du régime déchu, derrière laquelle se profilent également des enjeux de défense judiciaire. Donc, je vais tenter assez brièvement de résumer l'architecture de ces discours. D'abord, en insistant sur la genèse judiciaire du négationnisme au sein du tribunal pénal international pour le Rwanda. Notons d'emblée que le type d'argument tiré du travail de défense devant le TPIR atteint un degré de sophistication tel qu'il vise à semer le lecteur peu averti dans les dédales d'une technicité juridique, et ce, afin de lui faire perdre de vue la réalité factuelle, elle, massive et bien documentée, de l'entreprise d'extermination des Tutsis entre avril et juillet 1994. Noyer le lecteur dans un flot de données techniques invérifiables pour le néophyte, afin d'escamoter les faits, correspond à un procédé largement employé, notamment par les négationnistes de la Shoah sur les débats techniques sur les chambres à gaz. Depuis le début de ses activités en 1995, les travaux du TPIR alimentent une base de données considérable sur le génocide. Les enquêtes, les transcriptions d'audience, les jugements et les autres décisions judiciaires contribuent à constituer un corpus archivistique sur le génocide des Tutsis. Mais au-delà du matériau historique à exploiter, les juges ont parfois affiché la volonté d'établir la réalité de l'existence du génocide à la faveur des faits qu'ils ont eu à connaître. Et cette volonté relève d'ailleurs de la nécessité, vu la nature particulière du crime de génocide. Donc la dimension d'orchestration politique, étatique,
appuyée par la propagande, oblige à replacer les responsabilités de chacun des accusés dans un contexte plus large. Ensuite, dans nombre d'affaires portées devant le TPIR, les chambres de première instance, suivies par la Cour d'appel, produisent une analyse historique des faits. Ainsi, en prétendant tirer du travail judiciaire le matériau essentiel de leur thèse, les négationnistes feignent de participer à un débat tranché depuis longtemps par la juridiction pénale internationale. En effet, le TPIR, que ce soit dans ses jugements ou plus récemment en 2006 par le recours au constat judiciaire, a reconnu sans ambiguïté la réalité du génocide des Tutsis au Rwanda. Néanmoins, l'autorité attachée aux décisions rendues par la justice pénale internationale embarrasse les négationnistes. Leur attitude à son égard est d'ailleurs ambivalente. S'ils s'acharnent à en saper toute la légitimité en la présentant comme justice de vainqueur, partielle et partiale, ils n'hésitent pourtant pas à brandir chacune de ces décisions lorsque celles-ci leur sont favorables. Donc leur intérêt aigu pour le TPIR atteste de cette posture ambivalente. Ensuite, les contraintes juridiques liées à la nécessité de prouver l'existence des éléments constitutifs du crime de génocide dans chaque affaire sont mises à profit par les négationnistes, en particulier ceux qui ont à répondre de leurs actes devant la juridiction pénale internationale. En effet, s'ils parviennent à prouver qu'il n'y a pas eu de génocide, les accusations qui pèsent sur eux sont sans fondement. Ils trouvent alors, dans les débats juridiques, une nouvelle matière à leur argumentation. Et le syllogisme tient dans les propositions suivantes. D'abord, le procureur du TPIR n'a jamais apporté la preuve d'un plan d'extermination fomenté par les extrémistes Hutus contre les Tutsis. Et Meir parlait tout à l'heure du génocide de synthèse que peut représenter la Shoah. Dans son ouvrage, Ferdinand Nahimana cite abondamment l'exemple de la Shoah pour dire que contrairement à la Shoah, il n'y a pas eu au Rwanda de conférence de Wannsee et pas d'ordre écrit, pas d'ordre écrit d'extermination des Tutsis. Donc, tous les documents qui tentent à prouver l'existence d'un plan sont des faux. Et le génocide des Tutsis relève donc de la pure et simple manipulation politique. Enfin, la preuve peut être apportée que le FPR a, lui, planifié le génocide, le seul qui existe, celui des Hutus. Acharné à la réfutation de l'existence d'un plan d'extermination des Tutsis, il témoigne de la même ardeur à brandir des preuves de la planification du génocide des Hutus par le FPR. Et au premier rang de ces preuves figure, bien entendu, l'attentat du 6 avril 1994. Dans l'ensemble des textes étudiés, cet événement marque la concrétisation du projet criminel du FPR et en signe l'intention exterminatrice. Si l'argument n'est pas nouveau, les moyens de l'appuyer ressortent de préoccupations liées aux enjeux judiciaires de la planification. Le nouveau schéma argumentatif tiré du travail judiciaire, brossé ici à gros traits, s'adosse sur une structure discursive singulière que je vous propose d'évoquer brièvement. Face à la réalité brutale et massive des événements, que les négationnistes ne sauraient nier sous peine de lézarder leur belle façade de crédibilité, ils trouvent un refuge aisé dans la théorie du complot. Le génocide des Tutsis se résume pour eux à une vaste fable destinée à asseoir la légitimité politique du FPR. Le FPR qui aurait fait depuis 1994 du génocide son fonds de commerce. Le recours à l'obsession conspiratoire remplit une double fonction. Elle permet d'abord de réduire la complexité des phénomènes historiques à un énoncé simpliste auquel un lecteur peu averti et peu exigeant est susceptible de s'identifier aisément. Ensuite, et surtout pour reprendre les mots d'Alain de Verpe, je cite, « Soucieux d'efficacité symbolique, le délire cryptologique est dénonciateur. Il faut à tout prix lever le voile qui nous couvre la vérité, nous libérer de cette angoisse selon laquelle l'ennemi est dans la place. Le nombre de personnes accusées de trahison est ainsi fort élevé. Le traître est le chaînon manquant de la politique, le bouc émissaire de l'échec, l'agent du scandale. » Fin de citation. Dès lors, le dénonciateur peut apparaître paré des atours du justicier, persécuté par les tenants du mensonge qu'il entend dénoncer. Et dans le cas présent, la dénonciation va de pair avec la victimisation. Le complot immémorial des Tutsis trouve une articulation autour de deux figures rhétoriques, celle de la manipulation et de l'infiltration. Toutes deux se nourrissent à la source de la propagande extrémiste des années 90. La société rwandaise est présentée comme un organisme gangréné par un mal d'autant plus efficace
qui les sournoie, invisibles, implicites, pour reprendre le concept cher à Pierre-Célestin Bakunda, qui est un des auteurs que j'ai étudié dans mon article. Ce dernier, recyclant la propagande des médias du génocide, propose deux figures cryptologiques, les femmes et l'argent Tutsi. Dans la thèse qu'il soutient à l'université Paris 8 en 2005, l'auteur entend mettre les femmes Tutsi au cœur du complot. Caractérisées par la corruption de leurs mœurs et par une solidarité ethnique sans faille, elles œuvrent dans les alcôves à la victoire de leurs frères du FPR. Ces Zibizungerezi, donc en Kinyarwanda, les belles femmes qui vous font tourner la tête, faisaient déjà l'objet d'une dénonciation haineuse à la RTLM ou à Kangura. À titre d'exemple, je vais vous citer un extrait de Kangura qui est paru en mars 1993. Je cite. « Lorsque les Tutsis étaient au trône, ils gouvernaient par deux choses, les femmes et les vaches. Ces deux choses ont régné sur les Hutus pendant 400 ans. Lorsque les Tutsis furent renversés par la révolution du peuple en 1959, ils n'ont jamais dormi. Ils ont tout fait pour restaurer la monarchie en utilisant leurs femmes Bizungerezi et l'argent qui semble avoir remplacé les vaches. » Fin de citation. L'ensemble de l'histoire rwandaise est ainsi analysé dans les termes d'une lutte inexorable entre deux ethnies ennemies. Et dans cette guerre fratricide, les Tutsis sont les principaux responsables. Pour dépeindre la geste de cette guerre légendaire, les négationnistes font preuve d'un art consommé de la métaphore. Le génocide est toujours décrit sous le registre de la catastrophe métaphysique. Des flots de sang, des digues de sang se sont rompus. Cependant, on remarque que leur goût pour la métaphore sanglante cède le pas à des descriptions beaucoup plus détaillées et factuelles lorsqu'il s'agit de dénoncer le génocide des Hutus. Voilà, j'ai essayé de résumer un petit peu la fois les éléments argumentatifs et discursifs du discours négationniste, mais je voudrais achever mon exposé en relevant une des contradictions fondamentales de tout discours négationniste. Contradiction relevée d'ailleurs par Pierre Vidal-Naquet dans Les Assassins de la mémoire. Alors même que le meurtre collectif n'a jamais existé, il est amplement justifiable et justifié. Et la continuité essentielle entre le discours de haine et la négation du crime conduit à cette contradiction fondamentale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hélène Dumas. Oui, j'ai donc quelques questions tout simplement d'ordre historique pour comprendre un peu l'évolution de la chose. Tout d'abord, lorsque vous avez parlé de ce qui se passait au XVIIIe siècle, les rois de l'époque étaient-ils plus Tutsi que Hutu? C'est la première question, ou le contraire. La deuxième, c'est, pouvez donc préciser quel est le problème avec l'assassinat ou le fait que l'avion du président enfin que le président a été tué. Et la troisième question, finalement, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec cette cohabitation entre Hutu et Tutsi? Bon, je crois que je dois répondre à la première question. Je répondrai brièvement parce que je n'ai pas eu le temps de m'étendre sur la complexité du Rwanda précolonial. Il est bien évident que cette notion de Hutu et de Tutsi n'est pas fondamentale dans la perception, si vous voulez, du Rwanda précolonial. Bon, le roi, le Mwami, était, dans la perception qu'on aura ultérieurement de son identité, était Tutsi, mais il y avait des petits royaumes au voisinage, en particulier au nord, où des ensembles de clans étaient Hutus et dominaient. Donc c'est une perception sur laquelle on aura insisté ultérieurement, mais je pense que ce que je voulais dire, c'était qu'il était absolument nécessaire de comprendre comment une réalité historique qui est encore en cours d'élaboration a été délibérément détournée, manipulée et totalement ignorée dans une vision raciste à travers un ethnisme fabriqué. Alors quant à la deuxième question, j'y réponds. Bon. Quant à la deuxième question, celle de l'avion, et élément déclencheur évidemment du génocide, je remarque simplement une chose, c'est que tout est prêt pour que 25 minutes exactement après 20h50, le moment où l'avion est atteint par 2 missiles solaires, les barrages ont lieu et les premiers massacres ont lieu. Ces assassinats d'ailleurs frapperont d'abord des Hutus modérés qui auraient pu reconstituer un gouvernement après la mort du président Habyarimana
et du président burundais, et donc que s'il y a une préméditation, elle est bien là, s'il y a une organisation qui a détruit l'avion, elle est bien là. Par contre, aucune enquête n'ayant été menée de façon correcte, et comme aujourd'hui l'enquête menée de façon frauduleuse par le juge Bruguière lui a pété entre les doigts puisque ces témoins se sont démis, ont expliqué dans quelles circonstances on les avait forcés à dire ceci ou cela. Donc on ne sait pas. Aujourd'hui, je crois que personne dans cette salle, à ma connaissance, n'est capable d'affirmer avec certitude qui a tiré, mais, et c'est là, Georges Bensoussan l'avait souligné dans une autre interview, la malhonnêteté négationniste, c'est que même si ça avait été des gens du FPR qui avaient tiré, ce qui est absolument improbable, ça n'était pas une raison pour expliquer que le FPR avait déclenché un génocide qui était perpétré par d'autres. Et pour répandre ce bruit absolument insensé qui a été répandu dans la presse française à l'occasion de la production du juge Bruguière. Troisième question, je pense que d'autres vont y répondre. Qui veut répondre à la troisième question? Oui, la cohabitation. C'est difficile de parler aujourd'hui de cohabitation de Hutus et de Tutsis dans la mesure où les identités Hutus et Tutsis n'ont pas grand sens aujourd'hui. Au Rwanda, après 1994, il y a aussi des Tutsis qui vivaient à l'extérieur, principalement en Ouganda, au Burundi et au Congo, qui sont revenus. Et leur expérience historique est très différente des rescapés qui sont au Rwanda. Alors tous ces gens-là sont des Tutsis, certes, mais ils n'ont pas du tout la même façon de vivre, d'expérimenter la vie quotidienne et leur histoire surtout. Et il y a aussi la masse des Hutus, donc on ne peut pas enfermer dans le crime. Il y a des gens qui ont aussi essayé de sauver les autres. Tous les Hutus ne sont pas des bourreaux. Et la question se pose moins en termes de Hutus et de Tutsis que de victimes et de bourreaux. Et là, évidemment, je ne pourrais jamais pas répondre à cette question parce que c'est extrêmement compliqué et c'est très aléatoire, d'une colline à l'autre. J'aurais aimé connaître la position des négationnistes en l'occurrence, mais aussi d'autres personnes plus ou moins impliquées dans le conflit concernant la prise d'opposition de Carla Del Ponte au TPIR par rapport à ses relations avec les mises en accusation qu'elle a voulu faire concernant le FPR. J'aimerais en savoir plus concernant les réactions des négationnistes et puis aussi surtout des différents États comme la France par exemple ou d'autres. Les propos que Carla Del Ponte avait dit donc à l'époque elle avait dit s'il s'avérait que si c'était le FPR qui avait tiré sur l'avion, toute l'histoire du génocide serait à réécrire. Vous pensez bien que pour les négationnistes c'est une aubaine et ils la resservent comme une antienne dans chacun de leurs ouvrages. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. D'accord, merci. D'autres questions, oui, monsieur. Le micro. Attendez, une question là-bas. Bon, allez-y, posez la question. Oui. Ma question, c'est que je n'ai pas bien compris les éléments différentiels entre Hutu et Tutsi. Enfin, quelles ont été les composantes, comment se sont construits, sur quelle base se sont construites les distinctions entre les Hutu et Tutsi sur le plan ethnique. Vous avez raison, c'est assez difficile à comprendre. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Je me suis référé donc à un certain nombre d'histoires du Rwanda précolonial, en particulier à celle du savant anglais Jan van Sina. Et il apparaît, si vous voulez, c'est un problème de sémantique, il apparaît que le mot Tutsi apparaît probablement à l'intérieur de l'armée, des premières armées, si vous voulez, au Rwanda, et l'on distingue à l'intérieur donc de ces petites structures militaires les combattants qui sont les Tutsis et les serviteurs qui sont les Hutus.
Mais ultérieurement, cette distinction va s'établir dans une perspective plus sociale, avec la notion d'éleveur, que seraient les Tutsis, et la notion de Hutu, qui seraient la notion de cultivateurs, que seraient les Hutus. Et avec une distinction dont il faut reconnaître qu'elle est très difficile à préciser, qui serait donc celui de la richesse évaluée au nombre de têtes de bétail, qui ferait qu'en fin de compte, il ne s'agirait pas d'une distinction ethnique par définition, puisque si l'on perd des têtes de bétail, on pourrait redevenir Hutu, et si l'on en acquiert, on pourrait devenir Tutsi. Mais je crois que il faut savoir que toute cette histoire a été recomposée après et réévaluée à travers une lecture ethniste. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que dans le Rwanda précolonial, qui n'était pas un Rwanda d'un calme absolu où tout le monde était heureux autour d'eux, qui était un Rwanda, qui était un État, un royaume où les combats étaient incessants, déjà avec les voisins et aussi à l'intérieur du pays, entre les différents clans et ethnies, cette distinction disparaissait quand le royaume était en danger. Donc on ne se tuait pas entre Hutus et Tutsis dans le Rwanda précolonial, même si il y avait des rivalités claniques ou même lignagères. La question, antérieurement au génocide, dans des publications savantes anglophones, il était dit, premièrement, que Kigali était, avec certaines villes d'Afrique du Sud, un prototype de la propagation du sida urbain, que, nonobstant cette propagation du sida urbain, la croissance de la population dans le Rwanda était considérable, et que donc c'était la région rurale mondiale la plus peuplée au monde, avec certaines régions du littoral du sud-est asiatique. Or, il se trouve qu'on n'en parle pas ici, il y a eu aussi un génocide au Cambodge, et où également, comme au Rwanda, il y a eu des meurtres intrafamiliaux et des meurtres par les voisins. Donc là, il y a une donnée anthropologique. Je n'ai pas de réponse et je laisse la question ouverte. C'est pourquoi je m'inscrirai au séminaire d'Audouin Rousseau. Pour le reste, il me semble que tout le monde admet la doxa énoncée par Yves Ternon comme introduction au débat, à savoir inutile de s'occuper des présupposés historiques et anthropologiques. Tout ça, c'est une invention des Blancs, notamment des Pères Blancs. Et si les Pères Blancs ont modifié les données démographiques en Afrique, c'est grâce à la vaccination contre la rougeole, principalement, qui tuait les enfants systématiquement. Juste d'un mot, au fond, effectivement, un certain nombre de travaux, je pense en particulier au travail de Jean-Paul Quimonio, qui s'intitule Un génocide populaire, qui est paru l'année dernière, a mis l'accent sur cette question de la pression démographique et donc, par définition, de la pression foncière. Donc au Rwanda, de la montée d'une criminalité rurale, effectivement, au fond, qui a attiré un petit peu son attention. En même temps, au fond, on retrouve des questionnements comme celui que vous faites dans l'anthropologie de la violence américaine, par exemple, cherchant, au fond, à rendre compte de phénomènes de violence dans différentes sociétés, et dans différentes séquences historiques, cherchant à en rendre compte à travers, effectivement, au fond, ce qu'on appelle la thèse matérialiste. Une thèse matérialiste, donc rendant compte des violences en question. Je veux dire que je suis peu convaincu par ce type de lecture, car la question d'une pression démographique, par exemple d'une pression foncière objective, entre guillemets, doit être évidemment immédiatement lue du côté de la subjectivité. La manière dont une société, la manière dont des individus, des acteurs sociaux se représentent cette même pression. Et rien ne nous dit que dans le cas du Rwanda, comme dans le cas de tas d'autres sociétés, où une pression foncière, une concurrence économique avivée s'est produite, que cette pression était lue comme telle, et comme devant déboucher
sur le massacre de ceux qui pouvaient être présentés comme des concurrents potentiels. Et donc, je suis très réticent personnellement à expliquer le subjectif par l'objectif. En outre, je suis très attaché à une remarque de François Furet à propos de la Révolution française qui dit plus un événement est lourd de conséquences, et moins il est possible de le penser à partir de ses causes. C'est une expression, je crois que le génocide est un événement extrêmement lourd de conséquences, et que le penser à partir de ses causes, c'est déjà en partie affaiblir son sens. Il faut, je crois, le penser à partir des pratiques qui dépassent, à mon avis, qui subsument, en quelque sorte, la question des causalités. Cela dit, là où, à mon avis, vous attirez l'attention sur un point qui est important, que les pratiques de violence extrême doivent être, à mon sens, pour être complètement comprises, et ce n'est pas facile, être connectées à d'autres pratiques qui attirent peu l'attention, parce que justement, la violence extrême focalise le regard. Or, par exemple, les pratiques de vol, de prédation, qui accompagnent le massacre, notamment en milieu rural, prédation des taules ondulées, etc., me paraissent un point très important pour comprendre comment le massacre crée des effets d'aubaine permettant, bien sûr, permettant donc une prédation, un enrichissement au détriment du voisin, au détriment de la victime, qu'il faut également prendre en compte si on veut atteindre la totalité de ce qui s'est passé. Voilà donc une question. Donc vous voyez, ma réponse est aussi ouverte que ne l'était, je pense, votre question. Il reste fermé néanmoins. Vous me faites reste assez fermé. Bon, je vais répondre. Vous me faites beaucoup d'insultes en me traitant de vecteur de doxa. J'ai simplement voulu, en exposant la situation de la genèse d'un processus génocidaire, et là j'emploie le terme génocidaire associé au mot processus, exposer aux personnes qui, n'étant pas rwandaises ou n'étant pas habituées à la situation et connaissant l'histoire du Rwanda, auraient besoin d'un minimum d'explications. S'il y a des critiques que j'accepte bien volontiers, qu'elles me viennent de la part des spécialistes de l'histoire du Rwanda, et je reconnaîtrai bien modestement les erreurs que j'aurais pu commettre. Ceci dit, en ce qui concerne la nuance sémantique, j'accepte volontiers la critique à propos du mot génocidaire. J'ai moi-même proposé la traduction du perpetrators anglais en perpétrateur, qui est un mot qui a été employé d'ailleurs au XVIIIe siècle dans certains dictionnaires et qui correspondrait mieux effectivement à la définition du criminel que celui de génocidaire. Mais je crois qu'il est dans l'usage sémantique, justement, des erreurs qu'il faut redresser et d'autres que, l'usage aidant, on est obligé d'accepter. On ne va pas revenir sur la notion d'Holocauste par rapport à Shoah employée dans la littérature américaine. Il est exact qu'il faut bien nommer les choses pour ne pas ajouter au malheur du monde, phrase bien connue. Mais génocidaire, à mon avis, vous avez raison, était employé un peu rapidement, et on aurait dû réfléchir de façon plus approfondie à la définition, au nom à donner au perpétrateur, à l'assassin. Oui, d'autres questions? Merci Yves. Oui, moi j'ai été frappé par à la fois ce que vous avez dit sur le côté religieux, enfin sur le fait que des prêtres eux-mêmes ou des bonnes sœurs, on peut intervenir dans le massacre des Tutsis, et je me posais la question, mais on vient de me dire que Tutsis et Hutus étaient catholiques tous deux, et je ne comprends pas alors comment se fait-il qu'il n'y a pas eu d'intervention, pas divine, mais au niveau au moins du pape dans ce conflit. Enfin, il n'y a jamais eu une position ni une analyse que je connaisse. Peut-être que ça a eu lieu, ou de condamnation que je connaisse. Qui veut répondre? Mais brièvement, parce qu'il y a beaucoup de questions. La question que vous posez, c'est celle que je me pose. Et comment une violence donc intra-catholique de cette intensité a pu effectivement se déployer, avec effectivement le rôle du clergé, parfois parmi les victimes, parfois parmi les bourreaux, et de quelle théologie catholique et chrétienne, même plus largement, disposons-nous éventuellement pour le comprendre? À ma connaissance, d'aucune.
Et donc c'est là que le travail commence. Très bien, merci Yves. Un élément de réponse. Il y a un point que je n'ai pas eu le temps de préciser, c'est les mutations à l'intérieur de la hiérarchie catholique rwandaise qui sont opérées dans les années 50. C'est-à-dire le passage des prêtres catholiques français, en majorité, donc des pères blancs, du cardinal Lavigerie, etc., à des groupes de prêtres venant justement des régions flamandes, et qui étaient beaucoup plus sensibles au discours de gauche, au discours social, si vous voulez, et plus proches en quelque sorte des Hutus que ne l'étaient les prêtres de la première génération. Donc les séminaires qui se sont constitués contre l'école d'Astrida ont fabriqué justement un discours qui était très différent du discours des pères blancs initiaux. Bien, merci. Une autre question? Si je ne me trompe pas, dans le génocide des Arméniens, dans celui au Cambodge et dans celui du Rwanda, ce sont des peuples qui ont été exterminés à l'intérieur même d'un même pays ou d'une même nation. Alors que pour le génocide du peuple juif, ça s'est produit en Europe. C'était l'élimination d'un peuple sur tout un continent, voire même sur toute la planète. Est-ce que ça, c'est pas déjà un facteur discriminant qui permet de dire qu'on ne peut pas qualifier de génocide celui du Rwanda, par exemple? Un autre facteur discriminant, c'est que pour les Arméniens, pour les Cambodgiens et pour les Rwandais, enfin les Tutsis, c'était pour des motifs économiques et politiques. Alors que pour le génocide des Juifs, c'était plutôt ontologique, c'était métaphysique. Est-ce que ça aussi, c'est pas discriminant? Vous me permettrez de prendre la parole à ce sujet. C'est absolument essentiel, votre question, parce qu'il s'agit du crime de génocide, hein, c'est-à-dire d'un crime qui est défini dans sa spécificité par la destruction d'un groupe humain dont les membres sont tués en raison de leur appartenance à ce groupe. Ce crime est différent selon les cas, mais il y a eu plusieurs génocides, c'est indiscutable. Qu'il y ait une singularité de la Shoah, c'est absolument indiscutable. Elle porte essentiellement sur l'extension, comme vous le dites, en dehors d'un pays limité du crime et la volonté planétaire, et aussi sur la totalité de la volonté destructrice qui était d'ordre biologique, ce que l'on retrouve d'ailleurs dans le génocide des Tutsis. Donc, de même pour le Cambodge, il y a des situations qui sont identiques et différentes, mais c'est quand même vraisemblablement, en tout cas à la limite pour certains historiens, un génocide. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais ce qui est important, c'est d'admettre qu'il y a plusieurs génocides, qu'ils sont différents et que chacun a sa singularité, sans que cela remette en cause la notion de génocide. Il est exact que au cours de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman n'a jamais dépassé les limites de son territoire initial, donc le génocide a eu lieu à l'intérieur. C'est la même chose pour le Rwanda, pour les Tutsis au Rwanda, c'est la même chose pour le Cambodge, mais ce n'est pas parce que les nazis se sont étendus sur la presque totalité de l'Europe et qu'ils avaient d'ailleurs la volonté, Van Zyl l'explique, de détruire la totalité des Juifs d'Europe, même ceux auxquels ils n'avaient pas accès, qu'on se trouve dans un contexte d'incrimination différente. Voilà ce que je veux dire. Et en même temps, il y a une spécificité absolue dans la Shoah, au sens où les Juifs sont bel et bien le principe du mal sur la terre. Et ça, on ne retrouve pas ça, je suis d'accord avec vous, dans les autres génocides. Allez-y, allez-y. C'est ça l'essentiel. Oui, c'est que, d'accord. On déborde sur la... Mais, monsieur a commencé, il va terminer son intervention. Allez-y. Ce que vous avez dit là, au génocide, c'est ça qui est essentiellement important pour éviter que ça recommence. Là, dans le problème de l'extermination des Juifs d'Europe, c'est l'Église qui est entièrement responsable. Depuis 2000 ans, avec un message criminogène et lâche. Donc, à chaque fois, ce soit par exemple au Rwanda, est-ce qu'il n'y a pas une cause géopolitique, etc., etc.
Les Arméniens avec les Turcs, c'est encore autre chose. Enfin, il faut bien mettre en évidence que quand ça se passe, là, vous avez dit que certains pays au Rwanda étaient responsables et la communauté internationale aussi. Donc, quand les États sont responsables avec la communauté internationale aussi, c'est qu'il y a des intérêts derrière tout ça. Et malheureusement, ce sont les populations qui dérouillent. Voilà. Bien, merci. D'autres questions? Quand il y a la volonté de l'extermination totale d'un peuple, je suis toujours perplexe devant les différences qui sont faites. Et est-ce que vous avez parlé de l'exceptionnalité des massacres intra-communautaires, mais est-ce qu'on ne peut pas considérer que dans la Shoah, ils se sont retrouvés dans un quartier dont le commissaire était resté exactement le commissaire qui avait arrêté, qui les avait arrêtés ou qui avait arrêté une partie de leur famille. Donc les différences, je crois que l'essentiel c'est qu'il y a la volonté de l'extermination d'un groupe humain. Les différences me paraissent très ténues. Oui, bien sûr, je comprends votre point de vue. On peut décider d'un point de vue presque éthique d'ailleurs, hein, de dire qu'au fond, ces différences importent peu. Hein, dans une certaine mesure, hélas, effectivement, pour les victimes, par centaines de milliers, par millions, on pourrait dire qu'elles importent peu. Mon point de vue est celui des sciences sociales. C'est-à-dire que si vous passez d'un point de vue des sciences sociales, vous devez rester extraordinairement attentif aux configurations précises. Et cette attention aux configurations précises a également des effets civiques. Meyer Ventrater le rappelait, c'est le fait de voir de trop loin qui empêche de comprendre vraiment. Et je pense qu'il faut au contraire entrer dans les détails, aussi fastidieux que ça puisse paraître, mesquin peut-être. Il faut entrer dans les détails pour comprendre plus profondément. Et il suffit vraiment d'une visite d'église au Rwanda et de voir ce que c'est qu'une église qui a été attaquée, littéralement de l'extérieur, avec l'énergie meurtrière qu'ont mis les bourreaux à attaquer littéralement les murs, hein, pour y percer des trous, pour atteindre les futures victimes qui étaient à l'intérieur, comprendre quels étaient les protagonistes pour se rendre compte qu'il s'agit d'autre chose, bien sûr, hein, que le meurtre, hein, dans la société allemande, dans la société française, effectivement, des juifs, très souvent, effectivement, parfaitement intégrés, ne sont nullement différents, bien entendu, hein, de la société englobante. Mais là, il s'agit vraiment, j'insiste énormément là-dessus, parce que notre société, s'occupant finalement peu des questions religieuses et spirituelles, qui sont un peu enclavées, hein, ne voit pas, ou ont du mal à voir, l'importance de cette dimension spirituelle dans le massacre des Tutsis au Rwanda en 1994. Cette présence massive des églises comme épicentre du massacre, avec des milliers, des dizaines de milliers, hein, de victimes. L'énergie meurtrière mise dans l'attaque des bâtiments. La dimension iconoclaste de ces massacres, les mains de la Vierge coupées, les nez des statues sacrées coupées par des catholiques, avec leurs prêtres catholiques, la frappe des victimes avec des chapelets, le meurtre des victimes qui gardent leur chapelet sur elles, ce rôle bien sûr des prêtres, non pas à l'arrière-plan des massacreurs, mais parfois au premier plan. Comme dire, vous sentez bien qu'on est dans quelque chose qui va dans un meurtre d'extrême proximité intra-catholique, en l'occurrence, qui pose des problèmes conceptuels considérables, et qui pose des problèmes conceptuels à tout le monde, aux sciences sociales d'une part, et puis éventuellement à des chrétiens ou aux clercs, hein, de l'Église catholique d'autre part. Passer à côté de cette dimension, se dire bon, finalement c'est toujours plus ou moins la même chose, et bien, à mon avis c'est manquer. C'est mon point de vue, quelque chose d'essentiel. Je voudrais dire un petit mot sur cette question et donner ma contribution dans la manière d'aborder cette question de la violence à l'intérieur de l'Église catholique, où les catholiques se massacrent entre eux. Est-ce qu'on peut avoir de l'audace et aller plus loin
et dire peut-être que cette violence qui a conduit au génocide est peut-être née c'est au sein de l'Église catholique qu'il y a peut-être le premier noyau de cette idéologie. Je vais donner quelques exemples. L'utilisation politique de l'ethnisme, par exemple. Prenons le texte comme le manifeste des Bahutus. Si mes lectures sont bonnes, j'ai lu au hasard, je ne suis pas du tout un spécialiste, est-ce que ce ne serait pas le secrétaire de Monseigneur Perrodin qui a élaboré ce texte et qui l'aurait fait signer par d'anciens grands séminaristes? Le premier président du Rwanda, Kayibanda, il n'était pas lui-même un secrétaire, je crois, de Monseigneur Perrodin. C'est pas Monseigneur Perrodin qui le baladait en Europe, etc., pour faire sa promotion et finalement, plus tard, l'installer au pouvoir. Le colonel logiste lui-même, qui est venu tuer, enfin, parce que les Rwandais, au départ, ne voulaient pas vraiment se tuer entre eux. C'était des voisins, ils n'avaient pas envie de se tuer entre eux. Il a fallu vraiment presque les aider, les forcer, allez-y, etc., pour qu'ils passent outre toutes les relations de voisinage, etc., pour qu'ils puissent se tuer. Et donc, le colonel logiste lui-même n'a-t-il pas été entraîné plus par l'Église catholique, par disons, la hiérarchie, et au début du moins, dans les années 59, etc. Alors, moi, personnellement, je pense que la question est intéressante. Quand vous voyez la suite de l'histoire du Rwanda, n'est-ce pas, l'archevêque Tokigali, qui était toujours membre du comité central du parti unique, il a fallu que Monseigneur Echegaray, un peu avant la visite du pape, dise c'est un scandale, vous ne pouvez pas rester là, essayez de démissionner. À contre-cœur, il a démissionné pour préparer un peu la visite du pape. Alors, dans cette histoire-là, je pense effectivement, nous avons beaucoup d'interrogations et de paradoxes apparents, mais peut-être qu'il y a aussi une certaine continuité. Je pense qu'il y a, parmi les orateurs de l'après-midi, j'ai vu sur la liste, il y a le professeur Faustin Utembesa. Moi, s'il est dans la salle ou s'il vient dans cet après-midi, je pense qu'il est particulièrement qualifié pour pouvoir nous aider à répondre en partie à cette question très importante. Je vous remercie. Cette question, oui, c'est la question que vous auriez aimé poser à professeur Faustin Utembesa. Nous lui avons posée donc à la fin du mois de mars, au début du mois d'avril, et il s'est gardé d'y répondre. Faustin Utembesa est historien, mais il est prêtre aussi. Et évidemment, cette question du massacre dans les églises ou à partir des églises, à mon avis, dépasse tout à fait le rôle, à mon sens, monsieur, le rôle de la hiérarchie catholique ou du rôle qu'aurait pu jouer un certain nombre de prélats appartenant à la hiérarchie catholique. De même, quand vous dites les aider, les forcer, je crois que, à propos du meurtre entre voisins, pour prendre l'exemple, par exemple, pour prendre l'exemple de la Bosnie, on se rend bien compte qu'il n'y a pas besoin de forcer les voisins pour qu'ils se massacrent entre eux, y compris quand on a de bonnes relations entre voisins. Il y a en Bosnie au fond, les massacres en Bosnie sont contemporains, dans une certaine mesure, de ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Et l'institution en Bosnie de ce qu'on appelle le premier voisin, c'est-à-dire un voisin qui fait partie de la famille, la subversion de ces institutions, où le premier voisin est celui qui vient massacrer votre famille, montre à quel point les relations de voisinage et c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre mais je n'ai peut-être pas bien fait comprendre, à quel point les relations de bon voisinage peuvent être justement le vecteur du massacre. Et de la même manière, comment les relations de bonnes pratiques religieuses communes dans la même paroisse pourraient être le lieu même, s'inscrire comme un espace idéal pour le massacre. C'est très difficile, il faudrait être bien plus fin théologien que moi pour le comprendre, mais si vous donnez la compréhension qu'en donnait dans une discussion que j'avais avec lui, Monseigneur Rouet, qui était évêque de Poitiers, avec qui je discutais de ces questions du Rwanda, finalement, vous voyez, au Rwanda, nos églises étaient pleines, nos séminaires étaient pleins, nos écoles catholiques étaient pleines, etc. Et non seulement ça n'a pas empêché le massacre, mais ça l'a aggravé. Voilà une pensée profonde. C'est-à-dire, comment la compacité, justement, communautaire et spirituelle, empêche une pensée de l'autre et permet, dans une configuration extrêmement précise, non pas d'empêcher le massacre, mais au contraire de l'amener à un paroxysme. C'est presque
c'est presque incompréhensible. Mais c'est justement ça qu'il faut comprendre. Dans la mesure où nous avons une deuxième table ronde, nous allons être obligés d'arrêter ici la première table ronde. Je rappelle que la deuxième table ronde a lieu dans 10 minutes, que la revue d'histoire de la Shoah est en vente ici même dans cette salle, et qu'il y aura également une troisième table ronde mardi soir à 19h, animée par Marcel Cabanda avec entre autres Antoine Garapon et Théodore Simouroudali, qui est ici d'ailleurs et qui interviendra dans la table ronde animée tout à l'heure par Assunta Mujiraneza. Je vous remercie.